Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins 3 séances annuelles et par groupe d'âge homogène. C'est ce que dit l'article L312-16 du Code de l'éducation. Comme vous le savez, il n'est que rarement appliqué. Alors il y a un plan B, c'est d'écouter le podcast La chose étrange de Kitri Château. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Noiret. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est la réouverture imminente de la Villa Windsor dans le bois de Boulogne à Paris. Qui dit Windsor dit famille royale britannique. Eh bien, on la croise dans les programmes, notamment en anglais. L'heure de la récré, toujours avec Brandon. Récré ciné avec la suite de Vice Versa. Le premier avait fédéré plus de 4 millions de spectateurs en France l'année de sa sortie en 2015. Apparemment, le second fera au moins aussi bien. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec le conseil de famille de Candy Sanzel. Elle vous avait parlé la semaine dernière des transformations physiologiques de l'adolescence. Elle vous décrit aujourd'hui les transformations psychologiques. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Aborder la sexualité de manière ludique, positive et inclusive en donnant la parole aux jeunes de 15 à 24 ans, de 14 à 20 ans, pardon, je dis des bêtises, et en faisant intervenir des experts. C'est le principe du podcast La chose étrange. On parle de tout avec des jeunes. Extrait de l'épisode 3, il est consacré au plaisir féminin. J'ai eu un rapport à la sexualité qui était un peu biaisé. J'ai couché avec pas mal de garçons que je connaissais pas et avec qui j'étais pas du tout à l'aise en fait, ou juste je couchais avec parce que j'étais en mode bon, c'est ma mission, il faut que je couche avec lui ce soir parce que c'est comme ça. Et du coup c'est des gens avec qui je communiquais pas du tout et en fait je leur disais pas ce qui me faisait plaisir, je leur disais pas ce dont j'avais envie, quand j'avais même envie que ça s'arrête ou quoi. Et du coup je me pliais un peu à l'image que les hommes ont de la femme dans la sexualité et je voulais être un peu le coup parfait et qu'ils aient rien à redire derrière à leurs copains, tout ça. Extrait de La chose étrange, podcast créé par Kitri Château. Kitri, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. On entendait qui là ? Héloïse, qui a 18 ans. Donc qui est quand même toute jeune. Voilà, alors, si on a voulu mettre un extrait tout de suite sonore, bon, même s'ils sont on rentre dans le vif du sujet. Voilà. Oui, parce que votre podcast, c'est avant tout un ton. C'est un ton, c'est le média. Pourquoi vous avez choisi de faire un podcast d'ailleurs sur ces questions-là de sexualité ? Parce que le podcast, pour moi, c'est vraiment le média de l'intime. Et s'il y a bien une chose qui peut être adressée avec de l'audio, avec du témoignage et du vécu, c'est effectivement les sujets de sexualité et de relations amoureuses, romantiques, amicales. On parle un peu de tout ça dans le podcast. Le format de chaque épisode est à peu près toujours le même. Vous faites venir des jeunes. Ouais. Donc, on a entendu un exemple. Il y a aussi un influenceur, une influenceuse, ou un expert, ou quelqu'un d'une asso qui vient. Exactement, c'est ça. À chaque fois, on est en co-animation, soit avec un influenceur ou une influenceuse qui travaille sur les réseaux sociaux et qui prend la parole sur ces sujets-là, soit des associations qui œuvrent sur le terrain, qui font de la prévention, de la sensibilisation en milieu scolaire. Et à chaque fois, 4 jeunes. Avec une parole forte, une parole cash, assez souvent, parce que vous prenez aussi le temps de l'installer sur des épisodes longs. Oui, exactement. L'enregistrement en tant que tel dure 1h30. On fait une version audio qui dure 40-50 minutes et la version sur YouTube, parce qu'on est aussi présent en vidéo, et la version longue. Et on installe effectivement une conversation pour aller de plus en plus dans l'intime. Évidemment, j'ai des conversations avec les jeunes avant l'enregistrement pour les mettre à l'aise. Podcast lancé en janvier dernier. Exactement. Il y a maintenant une douzaine d'épisodes, je pense. Oui, la saison 1 est en train de se terminer. Voilà. Il y aura eu 13 épisodes en tout sur la saison 1. Pourquoi vous avez choisi de vous adresser particulièrement aux jeunes ? Alors évidemment, moi déjà dans mon vécu, j'ai eu l'impression de faire mon éducation sexuelle extrêmement tardivement et je me suis dit que c'était complètement aberrant qu'encore aujourd'hui on découvre autant de choses si tardivement. Donc évidemment qu'il faut aller le plus tôt possible discuter avec les jeunes et les enfants, parce qu'évidemment que ça peut se faire au niveau des enfants. Moi j'ai choisi les ados parce que, et même là au micro c'est des jeunes adultes entre 18 et 21 ans, parce que je trouvais intéressant de discuter avec des jeunes qui avaient commencé à rentrer dans leur vie sexuelle et affective, qui étaient encore un peu dans les prémices, évidemment avec encore plein de questionnements, mais qui avaient un tout petit peu de recul sur ce qu'ils avaient déjà un peu engagé. Et donc les conversations sont très riches là-dessus. C'est vrai qu'Il en parle, pour tout ce que j'ai écouté, en tout cas avec beaucoup de maturité. On sait, je le rappelais, que des séances d'éducation à la sexualité sont prévues dans les programmes, elles ne sont pas organisées. Est-ce que vous savez si d'ores et déjà il y a quelques enseignantes ou enseignants qui utilisent votre podcast ? Parce que c'est une super façon d'ouvrir la conversation quand même. Évidemment, et c'est en toute honnêteté le but ultime. On est en train de travailler justement pour faire des fiches pédagogiques
qui puisse accompagner les podcasts et qui puisse permettre aux enseignants de se saisir de ces audios pour ouvrir des discussions. Et en partant de la parole des jeunes, en partant de leur façon de dire les choses. On va parcourir quelques épisodes. On a écouté un extrait de l'épisode sur le plaisir féminin. Il y en a un sur les premières fois. Ce qui surprend énormément, et d'ailleurs vous les interrogez d'abord sur des films. Et ça se retrouve dans d'autres épisodes du podcast. Vous vous intéressez beaucoup à la question des représentations, du poids des représentations dans la construction de son rapport à la sexualité. Oui, évidemment, parce qu'on baigne dans une culture, dans une société qui nous influence depuis le plus jeune âge. Donc, que ce soit des dessins animés comme les films, on a des représentations qui nous... on va dire comme des sachets de thé, quoi. On infuse tranquillement. Et donc, c'est intéressant de les questionner là-dessus parce que ça les fait se rendre compte de l'influence qu'ont ce qu'ils regardent, ce qu'ils consomment. On sait que les réseaux sociaux sont hyper importants pour eux aujourd'hui et on va pas les couper dès demain. Donc, qu'ils puissent avoir un esprit critique sur ce qu'ils consomment. Voilà. Et à la fois, ils sont conscients du fait qu'ils sont mis en contact de films ou de propositions culturelles qui sont très classiques, malgré tout, très hétéronormées, très... bon, voilà. Mais en même temps, ils ont déjà la distance. Enfin, on sent qu'il y a une... ils prennent pas tout pour argent comptant quand même. Non, je pense que parce que aussi on en discute. Alors c'est pas toujours, parfois il y a des petites lumières qui s'allument pendant les discussions. C'est évidemment mes moments préférés. Mais oui, je pense qu'il y a une certaine conscience et en même temps, mais comme nous adultes, hein, on a beau être conscient, on est quand même influencé et puis ça c'est bien normal, quoi. Une dernière question avant de passer à l'anti-sèche. Vous l'avez titré Les premières fois et pas la première fois. Tout à fait, parce qu'on a voulu parler de toutes les premières fois, de désacraliser un peu ce moment qui est souvent lié à la pénétration, hein, on va pas se mentir, c'est souvent ça qui se joue. Et en fait, il y a plein de premières fois avant celle-ci et qui sont tout aussi importants et qui chargent. Les premiers baisers, les premières caresses. Exactement, la première fois qu'on se retrouve nu devant quelqu'un. C'est ça. Et qui sont tout aussi intenses et compliquées à vivre si on veut bien se souvenir de sa jeunesse. Kitri, on se retrouve juste après l'anti-sèche, si vous voulez bien. Je rappelle que selon une étude du groupe féministe Nous Toutes, les élèves françaises ne reçoivent qu'en moyenne une séance sur les 7 prévues pendant leur scolarité, la plupart du temps assurée par des professeurs de biologie, d'ailleurs plutôt que par des professeurs spécialement ou des spécialistes formés. Pour cela, on va continuer à en parler avec Kitri Chatefaux, mais pour l'heure l'anti-sèche, Brandon Noirette. Finalement, j'avais fait pas le lien, mais on va parler de sexualité aussi. Hein, et une toute première fois. Oui. Puisque l'actualité sur laquelle vous avez choisi de rebondir, c'est l'ouverture bientôt d'un monument juste à côté de Paris, la Villa Windsor. Un monument absolument magnifique. Hein. J'ai pu visiter ce monument il y a 2 ans pour la presse. Il y avait des premiers travaux et c'est absolument incroyable. On se croirait vraiment à Buckingham Palace. Alors on se trouve où? Ça se passe dans le Bois de Boulogne, à Neuilly-sur-Seine, pas très loin d'ailleurs de nos studios de School TV. Et donc des rénovations extrêmement importantes, 10 ans de travaux et qui ont coûté extrêmement cher. Donc alors que vient faire justement cette Villa Windsor, donc aux consonances 100% britanniques? Eh bien, il faut remonter le contexte historique. Elle est construite en 1929 au départ. Elle fait partie de cette série de nombreuses villas construites dans le Bois de Boulogne, à Neuilly-sur-Seine par l'élite parisienne pour ce cadre verdoyant qu'on adore. On veut se reculer un peu de Paris durant l'entre-deux-guerres. Elle est surtout liée à un couple sulfureux de l'histoire. C'est pour ça que je parlais du lien avec la sexualité. Voilà, exactement, c'est ça. C'est Édouard VIII, le futur Édouard VIII en tout cas, et Wallis Simpson. En 1936, après la mort de George V, on a son frère qui doit monter sur le trône, Édouard VIII. Le nouveau roi a rencontré en 1931 Wallis Simpson et il était prince de Galles à ce moment-là. Tout se passe bien au départ. Il n'est pas encore roi. On révise l'épisode 1, saison 1 de The Crown. Hein, et oui, on voit cette relation qui commence. C'est une amitié, mais ça se transforme en idylle. Et dès le départ, ça ne va pas bien du tout aux yeux de la société britannique et de l'église anglicane. Parce que Wallis, alors non seulement elle devrait être là, mais en plus elle est divorcée et elle est encore mariée avec son deuxième mari. Alors au départ, c'est compliqué, mais surtout lorsqu'il devient roi en 1936. Là, on bouleverse la société britannique. La couronne s'engouffre dans une véritable crise institutionnelle. D'un côté, le Premier ministre Stanley Baldwin qui, lui, est plutôt favorable. Bon, il n'est pas très conservateur. Et surtout l'Église qui s'y oppose fortement. Seulement 10 mois après donc son accession sur le trône, 11 décembre 1936, Édouard VIII abdique. Et oui, il abdique pour épouser Wallis Simpson. C'est la première fois donc dans l'histoire britannique qu'un monarque décide de renoncer volontairement à son trône pour une femme. C'est son frère George VI qui lui succède, donc le père de la reine Elisabeth II. Il se marie ensuite en France, 1937. Alors lui, il prend le titre de duc de Windsor, elle, duchesse de Windsor. Il s'installe en France parce que ça se passe extrêmement mal. Il y a énormément d'agents de sécurité autour d'eux à l'époque. C'est très, très, très compliqué pour sortir dans les rues britanniques.
on s'installe en France, on est très mal vu par la couronne. 1952, voilà cette vie-là, on s'installe dans cette résidence principale. Le couple mène une vie très mondaine à Paris, rencontre la plus grande société bourgeoise et les personnalités parisiennes. La villa devient un peu ce centre de réflexion, ce centre où on aime échanger en fait autour de la société civile parisienne et extrêmement bourgeoise. 1972, il y a une date importante, 19 mai, eh bien, on a une sorte de réconciliation parce que le duc de Windsor est très malade, il lui reste quelques jours à vivre, et la reine Elisabeth II vient en compagnie de Philippe au chevet donc, du duc de Windsor. Il y a d'ailleurs Charles qui est présent ce jour-là, et il meurt quelques jours plus tard. Réconcilié, voilà, effectivement, quelques jours avant de mourir. À la fin des années 80, c'est l'homme d'affaires Mohamed Al Fayed qui devient propriétaire de cette villa. Il est propriétaire du Ritz. Il est également propriétaire d'Harrods à Londres, le magasin. Il récupère la propriété et rénove entièrement. On parle de 10 millions, l'équivalent aujourd'hui de 10 millions d'euros de travaux. Il garde les meubles royaux et ensuite il rebaptise donc cette villa. C'est là qu'elle est rebaptisée. Elle ne s'appelait pas la Villa Windsor. Oui, exactement. Il rebaptise entièrement en hommage justement à cette famille royale. Et là, lui, il en a marre de vivre dans cette résidence. Il décide, pourquoi pas, d'installer son fils, Dodi Al Fayed, qui est en couple officieux avec Lady Diana. Ils visitent tous les deux la villa le 30 août 1997 à 11h. Ils décident de poser leurs valises quelques jours plus tard. Et le soir, on connaît la suite de l'histoire. Il meurt dans un accident de voiture, donc sous le pont de l'Alma, 31 août 97. Après la disparition, Mohamed Al Fayed ne veut plus entendre parler. Le 30 août, c'est dans la nuit, donc c'est 31 août. C'est dans la journée du 30, mais c'est vers 2h du matin qu'elle meurt donc à l'hôpital de la Salpêtrière. Après donc la disparition du couple, Mohamed Al Fayed décide de quitter la villa. Elle est vendue aux enchères. Le bail donc est finalement arrêté en 2018. Lui, il est mort d'ailleurs l'été dernier. Et donc vous pourrez visiter donc à partir de cet été. Et ce qui est bien, c'est que ça garde un peu l'essence. C'est Buckingham à Paris, c'est ça? Comment? C'est Buckingham à Paris. Oui, c'est exactement ça, miniature, et ça garde l'essence un peu de l'entre-deux-guerres. On a tous ces meubles royaux qui sont encore là et énormément de choses à voir. Donc vous pourrez découvrir ça après les Jeux Olympiques. Thank you so much. You're welcome. Nous retrouvons maintenant Kitri Chadefaux et on continue à parler au fond du même sujet. La drague, la masturbation, les premières fois, le consentement, le rapport au corps, la pornographie, la chose étrange, ce sont donc 12 épisodes déjà en ligne, un podcast qui est fait par et pour les jeunes, réalisé par Kitri Chadefaux. Parmi les thèmes qui ont retenu notre attention, coming in et coming out. Extrait. Moi, j'ai beaucoup d'amis. Et je pense notamment à ma meilleure amie d'enfance qui se reconnaîtra très bien, puisque c'est une des seules personnes qui ne m'a jamais lâché pour qui j'étais, qui s'en est pris plein la figure parce qu'elle traînait avec moi et parce qu'elle traîne encore avec moi à l'heure actuelle. Donc en fait, le problème, c'est qu'on est un peu comme les vilains petits canards. On passe pour des victimes alors que c'est pas forcément ce qu'on a envie d'être, je pense. Après, oui, pour le coup, c'est mon avis. Et c'est très compliqué de dealer avec ça. Parce qu'à la fin, on se retrouve seul. Et on nous reproche notre solitude. Parce qu'on va nous dire, oui, mais vous ne vous mélangez pas assez aux autres. Vous ne voulez pas intégrer la normalité. Vous restez entre vous. Sauf que, en fait, quand on nous extirpe tout le temps, on a le choix entre rester seul ou rester entre nous, parfois. Un nouvel épisode de ce podcast. 4 invités. Il y a Romane, qu'on vient d'entendre. Oui. Clémence, Cédric et Aline du compte Instagram Paint. Tout à fait. Et l'autre complice. Coming out, je connaissais. Coming in. Coming in, en fait, coming out est suffisamment connu parce que c'est quand on affirme à l'extérieur aux autres son identité de genre ou son orientation sexuelle. Le coming in, c'est le processus interne, en fait, tout ce processus qui peut être très long, justement, d'acceptation de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, et qui peut être assez difficile parfois, parce qu'on peut avoir de l'homophobie intériorisée, et donc voilà, on est en train de lutter un peu contre ces choses-là à l'intérieur de soi. Là, vos invités, ils semblent avoir réalisé assez jeunes leur homosexualité. Est-ce que c'est représentatif, selon vous? C'est intéressant, ce sujet du coming out. En plus, on est sur le mois des fiertés, donc c'est chouette d'en parler. Parce qu'à la fois, c'est un sujet dont on parle beaucoup plus par rapport à moi, mon enfance, où on parlait beaucoup moins d'orientation sexuelle, et pourtant,
pourtant, le témoignage de Romane et le précise, ça reste difficile parfois, selon certains milieux, contextes sociaux, certains établissements. Donc ça reste encore compliqué. Et puis la sexualité, c'est quelque chose de fluide, donc ils sont encore jeunes, c'est des choses qui peuvent bouger. On peut se sentir à un moment plutôt gay, plutôt bi, et ça draine beaucoup de questionnements. Oui, ça vous le dites, on n'est pas obligé de s'étiqueter et de figer son orientation sexuelle. Compliquée. Je crois que Z raconte le harcèlement très dur qu'elle a subi, notamment de la part de sa mère. Ouais, là, cet épisode-là a été dur parce que j'ai des représentations et que j'ai exactement ambiante, quoi. Ouais. Il y a eu ce témoignage de Zadé qui parle de violences intrafamiliales en fait qu'elle a vécues, qui heureusement, c'est bien terminé parce que sa maman a évolué sur ses représentations, probablement grâce à sa fille, mais ça a été très compliqué. Et ça, c'est le quotidien quand même de beaucoup de jeunes encore aujourd'hui. Quand on parle du rôle que l'école peut jouer, Clémence parle qu'il y a une association LGBT dans son établissement. Exactement. Ça l'aide énormément. Ça fait partie des pistes, en dehors de l'enseignement, de ce que la loi, de ce que le Code de l'éducation prévoit, qui sont quand même très importantes. C'est de créer des safe spaces, des lieux de parole. Exactement. La chose étrange, le but, c'était de faire ça, un espace de parole où on peut se confier et aller dans l'authenticité de ce qu'on est. Et c'est vrai que les associations sont extrêmement importantes, et les associations étudiantes notamment, parce qu'on peut se retrouver entre soi à nouveau, entre personnes du même âge, avec les mêmes questionnements, les mêmes difficultés et les mêmes joies même. Vous évoquiez la fluidité, le fait qu'on n'est pas obligé de se définir, de s'étiqueter très jeune. Les stéréotypes de genre, c'est un autre... un autre épisode du podcast qui croise un peu tout ça. Pourquoi c'est si difficile de s'en défaire pour les jeunes aujourd'hui, toutes ces injonctions, la performance du côté des hommes, la douceur du côté des femmes, je dis pas tout, mais enfin bref, vous tirez les fils dans l'épisode. Mais parce qu'il y a encore énormément de tensions sur ces sujets-là, et la société, même si on en parle de plus en plus, alors ça bouge, on les identifie, mais pour autant, je pense, alors vous qui êtes des hommes, est-ce que vous avez déjà entendu un homme ça ne pleure pas, un homme ça doit être responsable, ça doit porter la responsabilité de sa famille, c'est des choses qui, même si on le décrit et on dit quand même c'est un peu daté, ça reste des choses très présentes encore dans l'imaginaire populaire en fait. Ça reste dominant. Beaucoup de messages aussi aux parents, à plusieurs moments du podcast, avec cette idée que la parole c'est important, parler à vos enfants. De la sexualité, j'entends. Parler tôt, parce qu'on sait que là, on est avec des jeunes adultes. On sait que c'est à partir de 11 ans maintenant qui sont face à des images pornographiques. Et l'adolescence peut être une période assez difficile en termes de communication avec son enfant. Donc mieux avoir anticipé. Exactement, le consentement, on peut en parler très très tôt. On peut parler justement de l'amitié, des relations. Tout ça, ça peut être fait très tôt. Consentement. Si vous voulez bien, on en parle juste après la récré. Il y a un bel épisode sur le consentement dans La chose étrange, ce podcast de Kitry Châtefaux pour l'heure la récré. Bon, on arrête. Récré ciné, comme tous les mercredis. Oui. Joli lapsus. Avec vous, Brandon. Et cette semaine, vous nous faites découvrir la suite d'un film d'animation. Alors, il y a déjà 3 fans autour de ce plateau. Et oui. Je pense qu'on n'est pas les seuls. Parce on qu'il y est a eu des 4,5 millions, je crois, de personnes qui avaient vu rien qu'en 2015 la version 1. Vice Versa revient. Et Vice Versa est de retour. 9 ans, presque jour pour jour d'ailleurs, après le premier volet. Le cocktail d'émotions avec Riley qui revient sur les écrans. Toujours les mêmes studios, Disney et Pixar. Alors, on parle d'émotion. Alors nous, on est au courant, mais parce que justement, on est plongé dans le cerveau d'une adolescente qui est partagée entre la joie, la colère, la tristesse, le dégoût, la peur. Et donc là, on avait quitté Riley avec... elle sentait bien dans sa nouvelle vie, avec ses émotions, quelques émotions. Et là, justement, de nouvelles émotions viennent perturber donc, son adolescence à cet âge-là, cette puberté. On a l'anxiété, l'ennui, l'embarras, la nostalgie. Nouvelles émotions et toujours les mêmes voix. Le casting français est totalement reconduit. Riley, c'est toujours Charlotte Lebon. On retrouve aussi Pierre Ninet, Gilles Lelouch, Mélanie Laurent, Marie-Lou Berry. Donc un cocktail explosif d'émotions à découvrir juste après. Regardez la bande-annonce. Alors Riley, et ce stage? C'était bien. Elle part en stage pendant 3 jours et on a le droit qu'à c'était bien. Quoi? Elle part en stage pendant 3 jours et on a le droit qu'à c'était bien? Oui, pourquoi pas. Quelle deuxième. Retour au match. Ça va. C'est quoi le score? Parti par Disney et Pixar. Riley est officiellement une adolescente. T'as pas encore fait ton sac? Je suis complètement nulle. Un peu excessif, non? Mais j'ai rien fait, je l'ai à peine touché. Laissez faire la professionnelle. Je suis trop répugnante, je sortirai plus jamais de cette chambre. Ouais,
Ça va être sympa les 10 prochaines années. Le 19 juin. Je suis anxiété, je suis ta fan numéro 1 depuis toujours. Je fais partie des nouvelles émotions de Riley. Waouh! Vous vous souvenez quand nous avons tous découvert le quartier cérébral? Nostalgie. C'était il y a à peine 30 secondes, nostalgie. Oui, c'était le bon vieux temps. Le film pour ressentir plein d'émotions. On fait la bataille! C'est bon, je vais me les faire. Non, Colette. Arrive au cinéma. Oh, des Takiwaki, tiens. Check, 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 tu m'entends? Il faut que j'appuie sur le bouton. Ici, joie. Bien reçu, terminé. C'est génial. Ne regarde pas en bas et avance. Elle va réussir, pas vrai? Coussi coussa. Vice versa 2. Il y a un chapitre 2. On y va! Exclusivement au cinéma le 19 juin. Bon, je devine à votre sourire épanoui que vous avez aimé le film. Mais si vous avez aimé le premier, vraiment, vous allez adorer le second. On retrouve toute justement cette émotion, cette fraîcheur, et c'est extrêmement drôle, toujours. Et là, justement, on veut aussi, le film, et d'ailleurs les producteurs, réalisateurs, veulent être aussi dans la contemporanéité des événements. On voit aussi cet adolescent aujourd'hui avec toutes ces émotions de plus en plus difficiles. Et le premier opus avait cartonné. On parle de près d'1 milliard de dollars de recettes, l'Oscar du meilleur film d'animation, le BAFTA, 4 millions d'entrées, vous l'avez dit, en France. Je vous assure, il y aura au moins 4 millions. Comment? Un dernier record Oui, sur la bande-annonce. 157 millions de vues en 24 heures au mois de novembre. Le film est attendu et il y a un objectif pour Pixar et Disney parce qu'il n'y a pas eu de bénéfices depuis 2 ans. Donc là, ils mettent la barre très haut. Là, vous m'enlevez l'envie d'y aller. Non, mais il va cartonner, vous allez voir, c'est drôle, c'est fin, entre amis, entre familles, ça vient de sortir dans les salles. Merci beaucoup, Brandon. Grand oral, la suite, Kitri Château. Un tiers des 18-24 ans considèrent la pornographie comme un moyen d'éducation sexuelle. Spoiler alert, c'est pas idéal, c'est même potentiellement néfaste. Mieux vaut écouter le podcast de Kitri Château, La chose étrange. Un autre sujet qui est très médiatisé depuis quelques années, alors notamment après le livre de Vanessa Springora, mais vous lui avez consacré un épisode, c'est le consentement. Et vous nous dites que, bon, on en parle beaucoup, c'est ce qui est dit dès le début de l'épisode d'ailleurs, mais finalement il y a encore beaucoup de flou sur ce qu'on met derrière ce mot. Exactement, en fait le consentement, le mot est apparu et c'est déjà formidable, quelle belle intervention. Et en même temps, quand on pose la question, on ne sait pas très bien ce que c'est le consentement, dire oui, dire non, ok, mais comment, à quel moment, comment j'ose dire non, comment j'ose dire oui. Donc c'est des choses qui sont encore pas très concrètes en fait dans l'esprit des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, chez les adultes c'est pareil. Ce que vous leur dites quand même, c'est qu'il y a toujours un petit, on a un Jiminy Cricket quoi, qui nous dit, mais ça peut être la gorge serrée, le ventre noué. Enfin, au fond, on sait quand c'est pas normal ce qui se passe. C'est pour ça, Pixar, moi j'ai très hâte, parce que évidemment que tout ça c'est lié aux émotions. Donc la première étape, c'est d'arriver à identifier ce qui se passe dans notre corps et comment notre corps s'adresse à nous et nous donne des indices justement sur nos envies. Et puis après, évidemment, une fois qu'on a identifié nos envies, c'est de pouvoir les verbaliser et pouvoir échanger, rentrer en communication avec l'autre. Ça peut se muscler le consentement, parce que c'est pas seulement les relations sexuelles, c'est les relations familiales, amicales. Exactement. Dans l'épisode, on parle notamment de l'amitié, et puis avec les jeunes, on parle justement de ces moments où tout d'un coup, on nous incite à boire parce que c'est un moment entre le dernier shot, etc. Donc là aussi, ça touche au consentement. Absolument. Est-ce que j'ai vraiment envie de ce dernier shot? Est-ce que je le fais par conformisme social et pour faire comme tout le monde à ce moment-là? Donc le consentement, il est partout dans toutes les sphères de notre vie. Et les jeunes, apparemment, on entend parler assez tard, en tout cas ceux que vous avez interrogés, 15 ans par là, c'est ça? Oui, je pense que déjà, s'il y avait un petit peu plus de séances d'éducation à la vie affective et sexuelle, peut-être qu'on pourrait aborder ce genre de sujet. Parce que comme je disais précédemment, le consentement, s'il y a bien un sujet qui peut être abordé très très tôt avec des tout petits, parce qu'on peut parler d'intimité, mais c'est difficile encore. Je pense qu'on a peur parce qu'on a peur de parler de sexualité. Or, à nouveau, le consentement, c'est vraiment partout. Vous l'avez interrogé sur le fait de savoir, enfin, ils s'en inquiétaient. Est-ce que de devoir demander, de verbaliser le consentement au moment où ça casse pas un peu l'ambiance? Exactement, il y a un peu une espèce de fausse croyance de dire oh là là, c'est quand même être sacrément rabat-joie. Qui au moment du baiser dans ton emportement, si tu es vraiment d'accord, on y va. Et puis il y a pas mal de sketchs autour de ça, genre est-ce que je peux t'embrasser, est-ce que je peux te toucher la main, Évidemment que ça peut être fait de façon beaucoup plus simple que ça, et puis ça peut être extrêmement sexy, donc il faut un peu renverser les narratifs. C'est ça que je voulais dire, parce que c'est ce que vous racontez, c'est d'en faire un jeu et d'en faire quelque chose qui fait monter le désir. Exactement, finalement. Je pense que c'est comme tout, il faut tester.
s'apercevoir que finalement, quand on inverse un peu les narratifs, ça peut être aussi extrêmement excitant. L'échange, les conseils récurrents, pareil, dans plusieurs épisodes du podcast, la communication avec les partenaires sur tous les sujets, les appréhensions, les limites, les désirs, etc. Ça, c'est fondamental. Exactement. Et ça vient d'eux. Tout ça, c'est vraiment une discussion. Moi, je ne suis pas là en train de donner les bons conseils. Les bons conseils, ils s'échangent entre eux dans la discussion. Et donc, ils le savent. Après, ce n'est pas toujours facile. À nouveau, j'en reviens à ce que c'est facile de dire non. Non. Donc ça s'apprend, comme tous les autres choses, en fait. La saison 1 qui va se terminer là dans quelques semaines. Il y a une saison 2 ? Il y a une saison 2, évidemment, qui sera produite à l'automne. Donc là, on va produire, il y a évidemment beaucoup de thématiques encore qui peuvent être étendues. On va faire une série d'été justement sur les premières fois. On a senti qu'il y avait un filon qui était intéressant. Il y a un vrai truc, ça fait l'épisode, effectivement. Donc on va continuer tout l'été à parler de premières fois. Et on va sortir même un jeu qui est en cours de production. Notamment, on parlait des enseignants pour que les enseignants puissent potentiellement se saisir des podcasts. Génial. Et créer des espaces de discussion. Bon, un podcast. Donc, plein de projets sur toutes les plateformes, on peut vous écouter. C'est produit C'est Clap Audio. C'est Clap Audio qui produit. Parce que ça compte. YouTube également pour le voir. Bientôt un jeu. Jusqu'où vous arrêterez-vous ? Le film. Vice Versa 3. C'est un livre, un film. Vous restez avec nous parce qu'on va continuer à parler d'adolescence. On va le faire avec Candice Anzel dans le cadre de son conseil de famille. Brandon, merci beaucoup. Merci, Candice, conseil de famille. Conseil de famille, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Candice Anzel pour parler de parentalité, parler des jeunes, des ados. Bonjour Candice. Bonjour. Vous nous aviez fait un épisode la semaine dernière sur les transformations physiologiques de l'adolescence. Saison 2, ou du moins épisode 2, les transformations psychologiques, tout ce qui influence leur comportement, leurs pensées, leurs émotions. Ah, l'adolescence, cette période merveilleuse où nos chers petits se métamorphosent subitement en créatures à l'humeur aussi stable qu'un pudding sur un skateboard. Alors, comme nous l'avions vu, donc effectivement, la semaine dernière, donc les changements physiologiques des ados durant cette période, il y a une grande modification corporelle importante qui est due, donc, comme on l'a vu, à un ajustement hormonal intense. Alors, ces changements hormonaux donc, sont naturels, régulés, comme on l'a vu, par la testostérone chez les garçons, les oestrogènes chez les filles. Et ces hormones, elles influencent un petit peu tout. C'est-à-dire qu'elles vont développer finalement et réguler les diverses régions du cerveau. Et notamment, elles vont avoir un impact significatif un petit peu sur tout, c'est-à-dire l'humeur, l'énergie, la concentration et jusqu'à la confiance en soi. Et mon petit doigt me dit que dans Vice Versa 2, il en est quand même beaucoup question puisque c'est le sujet du film que Brandon chroniquait. C'est à cette période aussi qu'on construit son identité. Tout à fait. Les jeunes expérimentent différents styles, idéologies, groupes sociaux. En gros, ils essayent de se construire une image de soi qui leur est propre. C'est un peu comme si on essayait différents filtres sur une photo pour trouver vraiment celui qui nous va le mieux et qui nous présente sous notre meilleur jour. Alors la conformité à ce moment-là, on en parlait avec Kitty. Peut devenir une forte puissance, poussant parfois, donc, comme on l'a vu, à des comportements à risque, puisque c'est la période où l'expression « mais enfin, tout le monde le fait ». Ça prend tout son sens. Et les parents doivent justement jongler à ce moment-là entre laisser leur enfant faire leurs propres expériences, ce qui est nécessaire, mais en même temps mettre des limites et les protéger. Alors, ce besoin d'indépendance, quand même, il est normal. Oui, tout à fait. Ce besoin d'indépendance, c'est pas juste une affaire de choisir ses vêtements, choisir ses amis, c'est aussi prendre des décisions qui affectent leur vie. Et pour les parents, ça peut un peu ressembler à une série de « laissez-moi tranquille, j'ai pas besoin de toi de toute manière ». Et cet intérêt croissant, même si c'est difficile pour nous, pour l'indépendance et la prise de leurs propres décisions, c'est vraiment un aspect positif et normal de leur développement. Alors sur le plan cognitif, effectivement, les adolescents évoluent vers une pensée qui est plus abstraite, plus critique. Ils vont commencer évidemment à se former leurs propres opinions. Ils peuvent questionner les idées, les règles de la famille, défier les normes, débattre de grands sujets éthiques avec une passion qui parfois nous laisse complètement perplexes. Mais bien que ça puisse effectivement, pour nous entraîner des désaccords et des conflits, il faut se dire que c'est un signe de leur maturation intellectuelle et un pas important vers l'autonomie. Yes. Et tout ce qui se passe dans le lobe frontal, c'est ça ? Alors, ce qui se passe dans le lobe frontal, finalement, ça joue un rôle clé dans la planification, la prise de décision, le jugement et la régulation des impulsions. Et c'est la dernière région du cerveau à atteindre sa pleine maturité à peu près vers l'âge de 25 ans, ça peut expliquer pourquoi les adolescents prennent parfois justement des risques et peinent à anticiper les conséquences de leurs
leurs actes. Et leur contrôle des impulsions, du coup, finalement, il n'est pas totalement développé. Avec un petit effet montagne russe émotionnel à ces âges-là, on en dit un mot rapidement. Oui, on peut dire que les émotions sont aussi stables que la connexion Wi-Fi en pleine campagne. Un moment, ils sont euphoriques, l'instant d'après, en fait, ils peuvent plonger dans les abysses du désespoir. Et ça, c'est les changements hormonaux. Exactement, c'est aussi les changements hormonaux et puis le fait que le cerveau n'est pas forcément encore développé. Le système limbique, par exemple, qui est responsable des émotions et des réponses au plaisir, il est particulièrement actif pendant l'adolescence, ce qui peut justement aussi entraîner cette variabilité dans leurs réactions et sentiments. Donc, finalement, écoutez, chers parents, prenez votre mal en patience, exactement, avec une bonne dose de compréhension, une bonne dose de communication, ça va le faire. Ça va être génial. Candice, merci beaucoup. Kitri, merci de nous avoir accompagnés. C'est gratuit de vous écouter, vous financez comment ? Eh bien, on cherche justement des alors, sponsors. bonne question. Allez, des sponsors pour la chose étrange, parce que c'est très bien fait. Aidez-nous pour que ça puisse durer encore longtemps. Bon, en tout cas, c'est un très beau podcast. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Merci aussi à l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec à la préparation de l'émission avec Pénélope Day, et Pénélope qui est avec Emma Ferré en régie aujourd'hui, avec Saïd Mamou au son, Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.